Le vide laissé par Saïf pourrait permettre à des groupes armés de s'installer dans le sud de la Libye et de menacer la région. L'AES doit se préparer à toute éventualité, même de manière défensive. La meilleure arme de l'AES reste la dignité, l'unité, la légitimité populaire, la diversification des partenariats et une posture strictement défensive. Fallait que je le dise. Ce qui se passe en Libye, faut faire très attention. Faut faire très attention. Il y a un chaos généralisé qui se prépare au niveau du Nord. Dans ce live, Danny Amelda propose une analyse géopolitique autour des événements récents liés à la famille de l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi et de leurs possibles conséquences sur la région du Sahel. Il s'interroge notamment sur les intérêts que pourraient servir ces événements et sur les impacts à moyen terme pour l'équilibre régional. Au cours de son intervention, il souligne l'importance pour l'Alliance des États du Sahel, AES, de renforcer sa vigilance et sa capacité d'anticipation, comme tout ensemble souverain confronté à un environnement complexe. Sans donner de directives, il appelle à une lecture lucide des enjeux actuels et à une préparation responsable face aux incertitudes. Un échange d'analyses destiné à mieux comprendre les dynamiques régionales et les défis à venir pour le Sahel. Malheureusement, aujourd'hui, sa disparition change profondément le jeu politique, le jeu géopolitique aujourd'hui. Le pouvoir se concentre désormais entre Beiba et Haftar. Le gouvernement soi-disant unifié, qui préparerait, c'est pas moi qui le dis, c'est les Libyens, etc., pourra peut-être contrôler le pétrole. Je dis peut-être parce que on connaît pas l'avenir, pourra peut-être contrôler le pétrole, l'armée, la banque centrale, tandis que les tribus kadhafistes, privées de leur leader Saïf, devront s'adapter et accepter leur place en position plus faible. L'Algérie, qui soutient traditionnellement Beiba, Tripoli, pourrait voir son influence en Libye menacée. Ah oui. Toute division des tribus pourrait aussi déstabiliser la frontière est de l'Algérie. Le Maroc, au contraire, peut tirer parti de la situation pour jouer le rôle de médiateur et aider même ces partis à intégrer les tribus kadhafistes, renforçant ainsi son rôle régional. Tout est possible. Et au Sahel, l'instabilité pourrait s'aggraver. C'est ça que je crains. Le vide laissé par Saïf pourrait permettre à des groupes armés de s'installer dans le sud de la Libye et de menacer la région. C'est une hypothèse. Et selon des événements, deux scénarios sont possibles. Soit il y a vraiment un gouvernement unifié comme ils le disent, qui est annoncé, et la production pétrolière reprend avec des accords migratoires avec l'Union européenne, mais honnêtement, moi je n'y crois pas. Je ne crois pas à cette union parce qu'il y a trop de différends entre les deux camps, Benghazi et Tripoli. Soit les tribus kadhafistes résistent, provoquant sabotage, incidents armés et tensions dans le croissant pétrolier et à Zintan. Selon vous, j'ai une question à vous poser. À qui profite l'élimination de Saïf Kadhafi? Parce que la réponse est facile. Lorsque vous regardez les enjeux, elle profite avant tout aux puissances comme la France, les États-Unis, mais aussi aux acteurs locaux comme Beiba et Haftar. Sa mort là, affaiblit les tribus kadhafistes. Ça va simplifier la recomposition politique et sécuriser le contrôle du pétrole et du pouvoir pour ceux qui veulent diriger la Libye aujourd'hui. Mais j'en viens maintenant sur l'AES. Pour l'AES, le premier conseil, je ne veux pas être long dans ce live, parce que ce qui se passe en Libye, honnêtement, c'est eux-mêmes qui l'ont voulu. D'accord? On va pas venir se lamenter sur des gens qui ont condamné leur pays en 2011, disant que Kadhafi était un dictateur. Donc, j'ai juste voulu faire cette petite parenthèse sur ce monsieur. Maintenant, pour l'AES, je veux pas durer ici, j'ai des conseils à donner. L'AES doit, de manière définitive, penser à la sécurité mais vraiment comme tout. Pas seulement comme une affaire d'armes, mais une question de survie et d'existence. L'AES doit renforcer son unité interne. Tant que les trois pays parlent d'une seule voix, toute pression extérieure devient plus coûteuse pour ceux qui voudraient intervenir ou les anéantir. La coordination politique, diplomatique et sécuritaire est la première forme de dissuasion
l'AES doit se préparer à toute éventualité, même de manière défensive. Cela signifie que l'AES doit bâtir des forces capables de protéger le territoire, même si elle le fait aujourd'hui, de protéger les populations, même si elle le fait aujourd'hui, et les infrastructures vitales sans chercher l'escalade, même si elle le fait déjà aujourd'hui. La dissuasion de l'AES doit reposer surtout sur la capacité à rendre toute agression longue, coûteuse et politiquement risquée pour un adversaire. C'est important ce que je dis. Et un point essentiel dans tout ce schéma, c'est la souveraineté stratégique que l'AES doit maintenir à tout prix. L'AES doit investir dans la légitimité populaire. Un État soutenu par sa population, des gars, est beaucoup plus difficile à déstabiliser. Cela passe par la protection des civils, la justice, la lutte contre les abus et une communication rapide. Ils le font déjà, mais il faut continuer, il faut persister. Et je dis bravo à l'AES, parce que l'AES a compris que la guerre moderne ne se joue pas seulement avec des armes, mais aussi avec l'information, l'économie et le plus important, le temps. L'AES doit se préparer et dissuader. Mais je le dis, je le répète, la meilleure arme de l'AES reste la dignité, l'unité, la légitimité populaire, la diversification des partenariats et une posture strictement défensive. Fallait que je le dise. Ce qui se passe en Libye, faut faire très attention. Faut faire très attention. Il y a un chaos généralisé qui se prépare au niveau du Nord. Je ne suis pas Merlin Pimpin, ni Aladdin, pour venir prédire des choses. Mais je dis que l'AES doit se préparer. Les nouvelles alliances qui sont en train de se créer, faudrait pas qu'on s'appuie sur ces alliances pour croire que nous sommes définitivement à l'abri de tout. L'AES est en danger. L'AES vit un danger permanent. Et moi, je le dis, mesdames et messieurs, ça va beaucoup déranger les gens, mais la population, restez vigilants. Vraiment, restez vigilants. Hein. Parce que ce qui se passe en Libye, là, inversons un peu les scénarios. Inversons les scénarios 2 secondes. Vous voyez tout ce désordre qui est en Libye depuis 2011. Imaginez aujourd'hui, on élimine Assimi, Traoré et Tchani. On aura le même résultat au bout de 20 ans. Bien sûr. C'est ce qui a failli se passer au Burkina. Vous croyez qu'au Burkina, il était question de faire un coup d'État et d'imposer directement Damiba au pouvoir? Jamais. Damiba était au Togo. Comment allait-il franchir toute cette route pour aller s'installer au pouvoir? L'objectif, c'était de créer le chaos. C'est tout. Rendre le pays ingouvernable. Parce que des États ingouvernables, c'est des États faciles à piller. Regardez le cas de la RDC à l'Est. Qu'est-ce qui est gouvernable à l'Est? Rien n'est gouvernable là-bas. Au contraire, les gens ne font que piller, ils s'enrichissent. Malgré ce bidon accord qui a été signé avec les États-Unis, ça n'empêche pas le Rwanda et le 1-23 de piller l'Est, de s'enrichir. C'est le même scénario avec l'AES. Les gens pensent que la tentative de coup d'État qui a échoué le 3 janvier consistait forcément à installer Damiba au pouvoir. Non! Moi, j'ai jamais cru à cette théorie. Pour moi, la théorie parfaite, c'était de s'aimer le chaos. Rendre le Burkina ingouvernable. Ainsi de suite, le Niger ingouvernable, le Mali ingouvernable, diviser, fractionner ces pays, faire en sorte que les armées se combattent mutuellement, que les terreaux puissent envahir ville après ville, qu'il y ait un chaos total et généralisé, et à la fin, venir avec un drapeau blanc pour dire que bon, nous les Occidentaux, nous sommes prêts à apporter la paix. C'est ce qui se passe en Libye aujourd'hui. On a un monsieur qui était peut-être capable d'unifier la Libye, on l'a éliminé. Mais les gars, est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie de ce qui se passe en Libye? Kadhafi a perdu 4 enfants, hein? 3 en 2011, celui-ci en 2026. Parce qu'il a pensé qu'un jour que la Libye peut être unifiée, on l'a éliminé. Ah non, tu peux pas dire que la Libye sera unifiée. Toi, tu es qui? Et tout le monde est impliqué, hein? Si vous remarquez bien, la presse traite cette information avec beaucoup de prudence. Si vous constatez bien. Après, on dit qu'il y a une enquête qui a été ouverte. Mais quelle enquête? On vous dit que 4 professionnels sont entrés. On a désactivé les caméras, c'est-à-dire qu'il y a eu une trahison. La trahison.
Personne ne va venir désactiver tes caméras s'il ne te connaît pas, mon frère. Là, on va un peu parler de manière facile, en français facile. Personne ne va désactiver tes caméras dans ta maison s'il ne te connaît pas. Il y a une trahison, on l'a trahi. C'est ce qui s'est passé avec Maduro. C'est le même scénario. Moi, j'ai même plus peur de ceux qui sont à l'intérieur que ceux qui sont à l'extérieur. Moi, c'est ce qui me fait peur avec l'Afrique, hein, je vous l'ai dit aujourd'hui. L'Afrique, c'est ça qui me fait peur. Les trahisons internes, c'est ça qui me fait peur. Parce que vous ne savez pas quand vous vous faites trahir. Vous ne savez pas quand ton frère, celui que tu considères comme ton ami, ton frère devient un traître. C'est ça la réalité. Donc, en fait, c'était un plan, un coup qui a été soigneusement préparé. Ils ne s'attendaient pas à ça. Les gars ont donné assurance aux assassins que bon, on va couper les caméras à telle heure. Vous aurez tel nombre de minutes pour entrer dans la maison, l'abattre, repartir, on vous exfiltre. Ni vu ni connu. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas attrapé les assaillants. Aucun assaillant n'a été attrapé. Vous trouvez ça logique? En plus, à Zintan, dans son jardin, je suppose qu'il avait au moins une garde rapprochée. Il était dans un endroit au moins sécurisé. Personne n'a été attrapé. Jusqu'à aujourd'hui, les assaillants sont portés disparus. Ça, c'est une opération de professionnels. Et qui, à part les États-Unis et la France, pour mener ce genre d'opération? C'est ça la vérité. Qui, à part la CIA, la DGSE, pour mener ce genre d'opération? Parce qu'ils sont experts dans ça. Ce sont des opérations HOMO. H-O-M-O. Éliminer la cible. Donc, la cible a été atteinte. Aujourd'hui, nous verrons le résultat. Oui, même le Mossad, tout le monde est impliqué, hein, les KO. Tout le monde est impliqué dans cette histoire. Après, moi, comme je l'ai dit, la Libye est maudite. Hein. Je pensais pas le dire un jour, mais ce pays est maudit. Depuis Kadhafi, depuis la mort de Kadhafi, j'avoue que la Libye est maudite. Les gars, il faut quand même se le dire. Hein. C'est un pays maudit. Oui, c'est comme si les Libyens sont en train de payer la trahison et le mal qu'ils ont fait à Kadhafi. Parce que rien n'explique ce qui se passe actuellement en Libye pratiquement depuis 15 ans. C'est un pays maudit. Les gens nous parlent de paix. Bon, après, est-ce que Haftar va contrôler toute la Libye demain après-demain? Je n'en ai aucune idée. C'est possible. Aujourd'hui, les forces kadhafistes pourraient s'affaiblir. Haftar pourrait grandir en puissance. Se rapprocher encore plus de l'est de l'Algérie, je sais pas. On verra comment ça va se présenter. Mais tout porte à croire que Haftar pourrait diriger la Libye demain après-demain. Je pense que c'est soit son fils, soit lui. Ça, je pense que quelque part, ce n'est même plus une option. C'est une réalité qui se dessine. Ils ont vendu les Noirs. Bah, bien sûr. Ça, je dis, c'est comme si ce pays est maudit, mon frère. Non, mais tout le monde est impliqué, hein. Tout le monde est impliqué dans l'élimination de ce monsieur. La France, l'Occident, Israël, tout le monde. Kadhafi, Tripoli, Benghazi, tout le monde voulait voir ce type-là disparaître. Il gênait. Personne ne voulait voir une idéologie à la Kadhafi revenir. Oh. Mieux diviser et régner. Profiter des ressources pétrolières. C'est aussi ça le but. S'enrichir. Kadhafi avait raison, quelque part, comme tu le dis. Mais les Libyens vont souffrir. Hein. Bref, moi, je suis pas venu pour parler trop de la Libye. J'ai pris la Libye comme parenthèse pour dire à l'AES que l'AES, préparons-nous. Vous voyez, par exemple, des médias comme Jeune Afrique, qui se lèvent un bon matin, fait une publication pour expliquer aux Maliens comment les Maliens devraient contourner la censure qui est appliquée sur Jeune Afrique. C'est pas fortuit, hein. Les gars sentent qu'ils ont perdu la guerre informationnelle au Sahel. Ils se rendent compte que la manipulation ne passe plus. Donc, ils tentent tout. C'est très grave, hein, ce qui se passe. Hein. Les gens minimisent ce qui se passe au sein du Sahel, mais c'est très grave. Les gars sont à bout. Les gars sont prêts à tout pour dézinguer l'AES. Je vous le dis, hein. Ils sont prêts à tout. Toutes les manœuvres seront mises sur place pour dézinguer cette alliance. C'est ça l'objectif. Alors, l'AES, faut faire comme en Corée du Nord. Non, l'AES devrait s'armer. Lourdement s'armer. Recruter, former beaucoup de soldats. Moi, j'exhorte même les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens à faire des formations, à entrer dans l'armée. Hein. Les gars, je ne sais pas, mais gonflez vos effectifs. Hein. C'est très important ce que je dis. Hein. Gonflez vos effectifs parce que vous êtes vraiment en guerre. Devriez atteindre même, je sais pas, la force unifiée de l'AES devrait atteindre même dans 1 an, 2 ans, un total de
100 000, vous pouvez, les gars. Vous êtes près de 70 millions d'habitants. Groupés, vous pouvez le faire. Vous devez atteindre même une histoire de 100 000, 200 000 forces unifiées de l'AES. C'est possible. Il faut activer la loi martiale dans l'espace AES. Je pense pas. Ça va créer encore plus de désordre. Je pense, hein. La loi martiale, ça va frustrer un peu. Je pense que ça va frustrer plus d'un. La loi martiale n'a pas sa place pour l'instant dans l'AES. Ok, bro, c'est comment, non? Ça fait longtemps. Non, commençons d'abord par l'exemple que tu as pris. Moi, je disais tout à l'heure en bas, c'est un couteau à double tranchant, c'est un message auto-reverse. Il faudrait que les dirigeants qui s'éternisent au pouvoir retiennent que il y a toujours des retombées après. Parce qu'on ne va pas, on peut mourir au pouvoir, mais ceux qui restent finissent par payer les pots cassés. C'est pour parler du cas du fils de Kadhafi. Il a gouverné la Libye pendant plus de 40 ans, presque 40 ans, d'une main de fer, avec une belle vision dans l'ensemble, mais à l'intérieur, il y avait des fractions. Il y avait des douleurs internes qu'on ne peut, il y a des douleurs on peut ignorer. C'est aussi un message à double tranchant, c'est pour tous ceux-là qui pensent gouverner à vie. Le jour que tu pars, il y aura des retombées. Moi, je suis confus. Je ne sais pas si je dois plaider le fils de Kadhafi ou pas. Parce que d'un côté, revenir voir les Kadhafi revenir au pouvoir, certes, la vision du père, nous adhérons tous. Je l'approuve parce que je suis panafricaniste, parce que je vois loin comme il voyait loin. Mais à l'interne, il a laissé des séquelles, il a laissé des douleurs qu'on ne peut tourner du revers, qu'on ne peut oublier du revers de la main. Moi, je pense que c'est une famille qui aurait dû prendre beaucoup de recul sur la gestion des affaires publiques de la Libye. Parce que nous vous avions tout donné, vous avez estimé que la liberté est mieux avec la pauvreté et la misère. On vous laisse dans votre misère. On sort du pays comme les autres, on vit notre vie calmement. Il ne faut pas toujours chercher à revenir. Il n'y a pas de dirigeant ultime, il n'y a pas quelqu'un qui est le seul, qu'après lui, c'est le chaos. Il n'y aura plus personne. Si tu perds la main, et qu'il arrive que d'autres prennent le pouvoir, laissez-les faire des erreurs. Maintenant, les observateurs, le peuple vont dire, voilà, ils étaient là, ils n'étaient pas bons partout, mais au moins on avait la paix. Moi, je ne vois pas pourquoi ils voulaient à tout prix revenir au pouvoir. Par exemple, je trouve que, c'est mon point de vue, hein, que peut-être il aurait pu avoir de la grandeur d'esprit et quitter le public, se retirer, observer. Pourquoi obligatoirement revenir? C'est parce que son problème, aujourd'hui, s'il est assassiné, c'est parce qu'il est devenu une force active, vive et une menace pour les intérêts de ceux-là qui ont déstabilisé la Libye. Nous savons tous que la France, les États-Unis et leurs alliés ne pouvaient pas accepter voir le fils de Kadhafi devenir président en Libye. Et pourtant, c'est ce qui s'est dessiné. Toutes les cloches, toutes les alarmes, les tendances, le peuple, les réactions, les chefs de guerre, on voyait d'un bon œil le fait qu'il peut être l'homme providentiel qui peut réunir les Libyens. Ça, c'est du premier, c'est mon opinion par rapport à la parenthèse que tu as fait sur la Libye. Bon, maintenant pour l'AES, tu viens de mentionner quelque chose de très important, Dani. Augmenter les foules, les masses, l'armée. C'est à cette jeunesse consciente que nous représentons, à travers des plateformes comme la sienne, à travers des télévisions, des télés comme la sienne, que ce message devrait interpeller plus d'un. L'AES aujourd'hui, c'est le problème de tous les enfants qui viennent de là. C'est le problème de l'Afrique pour ceux qui sont conscients. Je pense qu'aujourd'hui, que ceux qui sont aux affaires peuvent proposer au peuple de l'AES, par exemple, la formation militaire obligatoire à l'âge de 16 ans, de 16 ans à 18 ans. Qu'au moins même si on n'a pas 1 million de soldats, mais qu'on ait au moins 1 million de réservistes. Parce que comme tu dis, nous sommes en guerre et nous ne savons pas jusqu'où ça va aller. Et tu le dis si bien et si clair, parce que ceux qui pensent que le problème de l'AES c'est le problème des autres, ils se trompent, le problème de la RDC n'est pas le problème des autres. Chaque fois qu'on va découvrir quelque chose d'important chez vous, dites-vous que la guerre est à côté. Parce qu'ils vont jamais accepter de venir prendre, payer au prix, vous aider à vous développer, que vous soyez comme eux. Non. Leur plan, c'est d'arracher, installer la guerre, la pauvreté extrême et d'arracher. Donc, si les jeunes Africains d'aujourd'hui ne comprennent pas l'importance d'avoir des grandes armées, d'avoir des armées solides, fortes, d'avoir des peuples unis, on n'a rien compris.
S'il faut toujours qu'on soit des victimes à venir pleurnicher, c'est à cause, tu vois, par exemple, moi je l'ai toujours dit, je ne suis plus dans la victimisation, je ne suis plus là pour dire que non, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Ce sont des faits. Tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Qu'est-ce que je fais? On se dit bonjour par courtoisie quand on fait un échange, ou alors chacun, pendant que tu armes ton fusil, moi j'empoisonne mes flèches, par exemple, parce que je sais que nous sommes des ennemis. Il n'y a pas d'amitié. Nous sommes des coopérants. On peut s'asseoir et discuter sur une table pour des intérêts communs et le lendemain, on se tire dessus. C'est à nous, cette jeunesse consciente, de prendre acte qu'il est important de participer à la sécurité de nos territoires, à la sécurité de nos pays respectifs et de l'Afrique, et à participer à développer les forces armées, les défenses. L'aide ne viendra pas toujours de la Russie ou de la Chine. Tu l'as toujours dit ici sur ton panel. L'aide viendra de nous-mêmes. Personne ne tombera du ciel pour venir aider les Africains. Les Africains doivent s'aider eux-mêmes. Et comment nous allons nous aider si nous ne prenons pas conscience des enjeux du danger? Peuple africain, jeunesse africaine consciente, réveillons-nous. Là, on n'est pas seulement au grand débat. Là, on n'est pas seulement dit, oui, Dani, tu parles bien. Ça fait depuis qu'il parle bien. Passons à l'acte. Ceux qui ont 18 ans, 20 ans, vous pouvez devenir des officiers de réserve. Une année sacrifiée pour le pays, c'est important. Tu te formes, même si tu n'es pas militaire, au cas où il peut avoir un problème de main, tu viens porter. C'est votre pays, c'est votre village, c'est le chez nous. C'est pas le chez eux. On ne parle pas du Venezuela, on parle de l'Afrique. Regardez un peu au Bénin aujourd'hui. Au début de ce premier, il n'y avait pas de problème. Hein. Il n'y avait pas de terroristes là-bas. Quand on parlait de l'AS, ils faisaient des lives avec nous, ils parlaient que de tout. Ils disaient toujours que, en tout cas, chez nous, on n'a pas ces problèmes. Aujourd'hui, ils ont le même problème. Dali, ça te rappelle pas quelque chose? Au Nigeria, avec le Cameroun et le Tchad, quand ça a Oui, commencé, oui. Boko Haram, Réaction en ça a chaîne. commencé au Nigeria. Et Mhm. nous, on croyait que nous créions que nous étions en sécurité. Avec le temps, on s'est retrouvé à avoir des attentats à Marois, des enlèvements au Cameroun. En N'Djamena, on a eu des explosions en N'Djamena. Donc, c'est pas quelque chose, ce n'est jamais loin la guerre. Et on ne contrôle pas l'orientation des balles et des bombes. Nous parlons de la sécurité de l'Afrique, nous parlons de l'avenir de nos enfants, nous parlons de nous. Jeunesse africaine, prenez conscience. On n'a pas deux pays, on n'a pas deux villages. On va beau vivre en France partout, mais notre cœur, nos âmes, nos entrailles sont chez nous. Si on laisse ces gens venir s'accaparer de nos tombes, de nos clous, nous n'aurons rien, on n'aura plus où mettre nos corps quand nous partirons de cette terre, puisque nous partirons toujours. Travaillons à sécuriser notre territoire, à sécuriser notre belle Afrique, à participer. Nous ne sommes pas tous obligés de devenir des militaires. Tu peux avoir une belle idée, tu partages avec ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui sont proches. Arrêtons de combattre. Ça ne va pas, tu acceptes que ça ne va pas, on fait avec. C'est aussi ça la grandeur d'esprit. La grandeur d'esprit, c'est pas seulement de dénoncer que non, il a fait comme ça, il n'est pas bon, non. C'est aussi parfois même d'accepter quand tu as raison. Oui, ils n'ont pas eu la sagesse de prendre des bonnes décisions. Ce sont eux qui sont aux affaires. Je l'accepte parce que c'est mon pays. Acceptez aussi le choix des autres parce qu'ils ne sont pas des divins. C'est des humains, c'est des hommes. Ils peuvent faire des erreurs. Accepter leurs erreurs sans toujours trop les juger. Gérer un pays, c'est pas comme vendre les beignets. Non, il y a beaucoup de décisions qu'on doit prendre tenant compte de tous des aboutissants. Donc, soyons indulgents, acceptons que ceux qui sont aux affaires prennent des décisions pour l'instant. Chacun son tour. Ils partiront tôt ou tard. On parle de chez nous, on parle de nous. C'est pas l'histoire des autres. Ne laissons pas qu'on nous raconte notre histoire. On a raconté à nos ancêtres leur histoire, à leur manière, avec leurs mots. Comment nous allons accepter en 2025 qu'on nous raconte notre histoire à leur façon? Moi, je refuse ça. Participons à raconter notre histoire à notre manière et dans nos langues. Dani, c'est ce que moi j'avais à participer ce soir, parce que tu sais que ton cri de cœur, ça devrait nous parler à tous. Parce qu'on ne parle pas de la Corée du Nord, nous parlons de l'Afrique, la terre de nos ancêtres, nous parlons de chez nous, nous parlons de nos problèmes, acceptons Oui. et avançons. Ah oui, tu le dis parce que si nous ne faisons pas attention, on risque de se faire recoloniser, mais brutalement. Hein. C'est le projet. L'Afrique est en alerte maximale, mais j'ai comme l'impression qu'une bonne partie de la population africaine est inconsciente. Je te dis la vérité. T'as l'impression que beaucoup d'Africains ne prennent pas... Tu sais, il y a 2, 3 jours, j'ai produit une vidéo.
Mais avant même de produire la vidéo, moi-même j'étais choqué, Don. J'ai regardé le nombre de pays en Afrique où il y a des conflits, des guerres. Je me suis posé une question, mais à quel moment tous ces conflits ont même démarré sans que même nous le sachions? Aujourd'hui, nous subissons, tu arrives à gauche, tu entends que il y a tel nombre de morts au Soudan, il y a tel nombre de morts à telle à gauche, tu entends qu'il y a telle partition dans tel pays. Je me pose la question, mais à quel moment l'Afrique est entrée dans cette instabilité chronique, dans cette insécurité permanente? Parce que, qu'on le veuille ou pas, l'Afrique est en guerre. Et c'est une guerre invisible. Elle est permanente, les gens ne la voient pas, on ne la ressent peut-être pas parce que elle ne touche pas notre maison, elle ne touche pas nos pays. Mais frère, quand la maison de ton voisin brûle, faut faire très attention. Ta maison peut être la suivante. Ça, moi, je dis à un moment donné que, les gars, réveillons-nous. Parce que tu vois, par exemple, ce qui se passe aujourd'hui en Libye, je ne souhaite pas, mais je ne voudrais pas qu'il y ait encore une instabilité au sud de la Libye, ce qui pourrait de facto affecter des pays comme le Niger. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Alors moi, ça me met un peu Daddy, perplexe. ta vidéo, je l'ai écoutée, je crois même que je l'ai commentée. Mais par contre, Mhm. où moi, je dis que tu as même eu peur de nous frustrer, c'est que sur toute la carte de l'Afrique, tout est en rouge. L'Afrique n'a jamais eu la paix. C'est ça la triste vérité. L'Afrique n'a jamais connu la paix. On va prendre les pays qui parlent de paix. Commençons par l'exemple qu'on t'a cité tout à l'heure. Il y a un pays qui se dit un pays calme, progressiste et développé. Et pourtant, il a des grosses tensions internes, il y a des prisonniers, il y a des sécessionnistes là-bas, le Maroc. Ça fait plus de 15 ans depuis 2010 qu'il y a des gens en prison pour le Sahara occidental. Quand tu vas à côté de lui, l'Algérie, déstabilisation, il y a c'est ceux-là qui disent qu'ils sont des autochtones, qui viennent des montagnes, qui sont les vrais, ils sont divisés, ils sont oppressés. Donc eux-mêmes, ils ne sont pas à l'abri. Sans compter ceux qui sont allés s'installer en bas là-bas, avec les gens partout, qui disent qu'ils veulent faire l'État islamique. L'Algérie n'est pas en paix, le Maroc n'est pas en paix. Tu vas à côté, la Tunisie, les vents de racisme et de xénophobie qu'ils ont eu, c'est à cause de quoi? Des crises internes. Parce que le gouvernement, la gestion du pays a été longtemps d'un seul côté, il y a eu la frustration, d'autres se sont sentis lésés. Jusqu'à aujourd'hui, même après le départ de Bouteflika, il n'y a pas toujours la stabilité, il y a toujours des tensions internes, ce qui fait la crise en Tunisie. Tu quittes l'Égypte, on n'a pas besoin de vous rappeler. Vous tous vous connaissez les partis, le fils et consorts. Tout ce qui s'est passé il y a de cela 10-15 ans. Vous connaissez même les accords il y a de cela 4-5 ans. Je n'ai pas besoin d'entrer en détail. Voisin qui suit, le Soudan, il est divisé depuis plus de 20 ans, que ce soit au nord comme au sud, c'est la guerre civile. Je continue, Érythrée, jusqu'en Éthiopie, Toute la l'Éthiopie en corne de guerre. l'Afrique, là. Toute la corne. L'Éthiopie est en guerre. L'Éthiopie est en guerre. Tu sais, il y a cela 2 ans, on en parlait encore. Ils ont voulu attaquer la capitale. Quand on revient du côté d'Afrique de l'Ouest, la Mauritanie, tu connais les coups d'État. On n'a pas besoin de t'expliquer. Jusqu'aujourd'hui, ils exigent que les vrais Mauritaniens sont gouvernés par des Arabes, ceux qui viennent d'ailleurs. Tu descends, Sénégal, à l'intérieur, il y a la Casamance. Tu connais la Gambie. Ben, on continue à descendre. Hein. Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin de rappeler aux autres. Chacun connaît l'histoire. L'AES, Ghana, machin, tout ça, tous les pays africains, même l'Afrique du Sud, est en feu depuis le Mandela au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Ils ne connaissent pas la paix. Il y a des tensions internes. Citez-moi un pays en Afrique qui contient en paix. Le Cameroun a des troubles depuis plus de 20 ans. Boko Haram a déjà fait plus de 16 ans. Boko Haram, c'est plus de 16 ans. Et maintenant, il y a encore ceux qui ont monté à l'intérieur, dont tu connais les sécessionnistes. Tu vois, tous les pays, le Congo, il y a un pasteur congolais, le Congo Brazzaville, la République du Congo Brazzaville, il y a un pasteur qui est dans la forêt depuis 2015 avec un groupe de rebelles. Après l'élection du Gérald Mokoko qui est en prison, tu te rappelles? Le pasteur il est toujours en rébellion à l'intérieur du Congo. Donc, tu comprends que la Centrafrique, à peine grâce à le soutien de la Russie, qu'il a essayé de stabiliser les problèmes de division dans son pays nord-sud. Pour l'instant, on essaye de voir comment ça peut aller, puisqu'il y a des tensions au nord, encore au Tchad, il y a des tensions, que ce soit au Soudan du Sud, il y a des tensions. Tu vois que toute cette zone, que ce soit à côté l'Ouganda,
qui n'est pas stable, parce qu'il participe à la déstabilisation de la RDC. Tu comprends que toute l'Afrique est en guerre depuis les indépendances, Dani. Nous n'avons jamais eu la paix. C'est pourquoi c'était important des personnes qui devaient nous conduire à ces semblants. Nous avons tout raté. Dani, je t'avais dit un jour dans un live, il est tellement difficile pour quelqu'un qui ne connaît pas de quoi il souffre pour connaître la solution, le remède de sa maladie. Les indépendances étaient fausses. C'est pourquoi nous avons une Afrique en feu. Parce qu'on nous a menti, on nous a trompés. Les personnes qui sont allées parler pour nous devant ne sont pas allées parler en tant que des Africains, ils sont allés dans le béni oui. La conséquence, le néo et l'impérialisme. Tout simplement. Donc nous sommes embourbés dans un système qui est comme ce que tu parlais il y a cela 2 jours sur le cas de Epstein, que détrompez-vous, vous ne voyez rien du tout, on vous donne qu'un peu de fumée. Le mystère existe parce qu'on a tout caché en bas. Nous ne pourrons pas, tant que la jeunesse africaine ne va pas comprendre la quintessence de mener le bon combat. Le bon combat, c'est ce que mène l'AES aujourd'hui. La véritable indépendance de l'Afrique. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tous les pays d'Afrique nous sont attachés. Le continent est à feu et à sang. Comment tu peux expliquer le continent le plus riche, le plus grand, avec le plus de réserves, le poumon du monde, soit le plus démuni, le plus appauvri, le plus à feu et à sang? Comment tu peux expliquer? Et de surcroît, on utilise les uns contre les autres pour s'entretuer. Dans nos guerres, il y a combien de personnes qui sont devant? C'est les Africains qui ont les armes devant pour qui sont en train de tuer leurs propres frères. Oui, on C'est pas les entre nous. entre nous. C'est qui le plus bête? À quel moment quelqu'un de dehors va venir me payer, que va tuer Dani? J'accepte, je vais pas tuer Dani. Et je me vante que j'ai tué Dani. À quel moment? C'est parce que le fond est pourri. Dani, nous devons changer la façon de communiquer. Nous devons changer l'éducation. Que ceux qui sont au pouvoir, qui sont dans ce live, qui peuvent t'écouter, je sais que maintenant tu es l'ami de beaucoup de tétés, ils t'écoutent. Que les amis de Dani là qui écoutent, le début du changement de ce problème, c'est le type d'éducation. Changer les modèles d'éducation que vous avez dans vos pays. Instaurer des éducations qui correspondent aux valeurs, qui correspondent à l'orientation, qui correspondent à vos langues, qui vous mettent en valeur, afin que les générations de demain ne soient pas complexées, ne soient pas asservies, qu'ils soient des esprits libres, qu'ils soient des libres penseurs. Tant qu'on aura cette éducation qui est venue d'ailleurs, orientée pour nous asservir moralement, psychologiquement et spirituellement, nous ne pourrions aller nulle part. Le fond, c'est ça. Si on ne change pas la base, le socle qui est l'éducation, de penser comme un Africain, de réfléchir en africain, de parler en africain, nous sommes toujours attachés. Parce que ce soit leur langue, que ce soit ce que nous consommons, que ce soit comment nous réfléchissons, quand un Africain a 100 millions, la première réflexion, c'est d'aller à Paris, Dani. Ce n'est pas aller à Assini, ce n'est pas aller à Limbe, c'est aller à Paris, aller à New York. Tu comprends un peu comment le bas est profond. Quand tu vas là-bas, tu vas laisser au minimum 50% de ce que tu avais. Donc, il y a fuite des capitaux volontaires. À quel moment on se réveille, Dani? C'est beau de parler, c'est beau de dénoncer, mais soyons quand même aussi honnêtes et reconnaître que nous sommes responsables de nos propres turpitudes. Est-ce qu'il faut être professeur en géopolitique pour le reconnaître? Nous sommes asservis mentalement et moralement, nous sommes complexés sur toute la ligne. Dani, comment tu expliques une Afrique remplie de bois partout? On commande les allumettes en Chine, ça vient dans les cartons déjà emballés. Le bois qu'on a découpé, on a mis le sauceur devant, on a emballé. On ne peut pas produire nous-mêmes. Comment tu expliques que notre a checké le manioc séché? Maintenant, on nous amène ça de Chine. Comment tu peux m'expliquer ça? Je comprends. Comment tu peux m'expliquer un président africain par Andrussi Pléré qu'il a besoin de blé? Pour faire quoi avec? Le pain, c'est notre nourriture, Dani. Il y a combien d'Africains qui ont grandi avec le manioc, le plantain, le foufou, ils mangeaient le pain occasionnellement. Est-ce que nous sommes obligés de manger leur blé? Il n'y a pas le sorgho chez nous. Il n'y a pas le mil. Comment expliquer ça?
à un Africain qui a toute sa tête et comprendre? Comment expliquer à un Africain normal que nous importons des milliards de dollars de sucre, de lait, des choses que nous avons chez nous, mais on dépense tout l'argent dedans. Pénurie de lait, il n'y a plus l'huile, il n'y a plus de ceci, cela. L'huile de palme raffinée qu'on appelle l'huile d'arachide, on met des milliards pour amener ailleurs. L'huile d'arachide, combien de pays en Afrique peuvent produire l'arachide, le blé, le maïs, pour faire de l'huile? Il faut que ça vienne de Chine, de Malaisie, d'Inde, que ça vienne de partout. Comment expliquer ça aux Africains? Et pourtant, nous avons même des méthodes traditionnelles pour extraire de l'huile chez nous. Tu connais, nous étions petits, la grand-mère au village, elle fait bouillir l'huile de palme, on pile, on presse, on met dans l'eau, ça bout, on recueille au-dessus. Après, on chauffe, ça devient de l'huile. Comment expliquer ça? Mais regardez les milliards qui sont chaque jour. C'est cette dépendance psychologique, mentale et commerciale et économique qui fait en sorte que nous sommes toujours victimes, Dani. C'est aussi simple que bonjour. Réveillons-nous. Posons-nous les bonnes questions, menons les vrais combats. Arrêtons. Tu as remarqué, grâce à toi et tes conseils, j'ai arrêté de critiquer tout le monde. J'ai appris à écouter les autres. Parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas écouter si tu passes seulement ton temps à critiquer. Tout ce que tel fait, non, pourquoi il a fait comme ça, il aurait dû faire comme ça. Mais toi-même, tu as fait quoi? On a vu, lui au moins, s'il a essayé. Donner, accepter que les gens échouent, qu'ils essayent et que ça ne marche pas. Accepter. Nous, on veut seulement critiquer. Et cet esprit que nous avons, comme je parlais tout à l'heure de la Libye, cet esprit qu'il y a en Afrique, il y a toujours toujours le leader absolu. Que si ce n'est pas lui, il n'y a plus personne d'autre. Il faut retirer ça. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un leader absolu en politique. Il y a ceux qui vont venir, qui seront des technocrates, qui vont venir, ils seront plus accentués dans des réalisations, ils vont se faire appeler des bâtisseurs. Celui-là va venir, va construire 3-4 stades, il part, l'autre vient, lui, il fait des universités, l'autre vient, il crée des ingénieurs, l'autre vient, lui, il construit des ponts. C'est comme ça, 1 plus 1 plus 1. C'est comme ça que partout ça se passe. Ne croyez pas qu'il y aura quelqu'un que non, par la grâce de tous vos dieux et de tous vos esprits, il aura toutes les bénédictions, il va tout faire. À un claquement de doigts, l'Afrique va devenir le paradis. Non, je l'ai toujours dit, Dani, j'aimerais que mon village soit mon village avec le nécessaire. Je ne voudrais pas que mon village soit Dubaï. Parce que c'est pas la même réalité. Parce que c'est pas les mêmes besoins. Tu comprends? C'est pas les mêmes besoins. Regarde le discours des changement climatique. Il y a un problème. Le monde aujourd'hui, mais si nous défrichons dans tous nos forêts pour construire des gratte-ciel, dans 50 ans, nous allons respirer quoi? La couche d'ozone par où? Mais est-ce que tu peux penser que dans 100 ans, les forêts là aujourd'hui, qu'on nous appelle les broussards, des pygmées, les hommes de la forêt, peuvent devenir la richesse, la bourgeoisie de demain? Ou on va venir visiter ta forêt pour respirer l'air pur. Pendant 1 heure de temps, on te paye 100 000 $. Est-ce qu'à un moment, vous avez pensé à ça? Que la l'allure où vont les choses, avec le taux de développement partout, les gratte-ciel partout, quand ils vont finir de remplir leur monde, dans leur développement d'année, ils auront besoin d'air frais. Où est-ce qu'ils viendront chercher l'air? Et les gens vont payer 100 000 pour se retrouver à Bertois, pour respirer une braise d'air frais. Ah, prends son vol et partir. Tu payes un visa d'abord 250 000, tu payes 100 000 pour respirer. Vrai, sois lucide, Dani ne rit pas, sois lucide. Dans 100 ans, ils ont les gratte-ciel partout. Ils ont même des gratte-ciel de 700 mètres, je sais pas, de 7 kilomètres. Nous, on les regarde seulement. Ils vont respirer quoi? La forêt, là. Les broussards d'hier sont les milliardaires de demain. Donc, nous pouvons capitaliser partout, mon frère. Nous pouvons capitaliser avec la forêt. C'est pourquoi j'ai toujours dit, je ne voudrais jamais qu'Obala soit comme Paris, que Yaoundé soit comme New York. Yaoundé doit être Yaoundé, tant qu'il subvient aux besoins des Yaoundéens. C'est tout. On n'a pas Tu m'as besoin jamais d'être comme les autres pour se comme les pouvoir autres. développer. Voilà. Voilà. C'est pourquoi tu m'as jamais vu voir les débats qu'on veut les autoroutes, machin. Je vais voir les autoroutes pour voir quelle voiture. On a même pouvoir d'achat. Dans mon pays, il n'y a pas le carburant. Je envoie les Bugatti et qu'on sort. Je mets que le carburant avec quoi? Combien de personnes sont propriétaires? Soyons logiques, les gars. Parfois, nous menons des faux combats pour rien. On perd des années de temps à se chamailler, à se bagarrer. Et pourtant, la vérité est simple. Nous refusons nous refusons d'accepter notre état, de nous contenter du peu que nous avons. Nous vivons avec un rêve qui est au-delà de notre réalité. Arrêtons de rêver, jeunesse africaine. Acceptons-nous tels que nous sommes.
avec fierté, avec détermination, avec conviction. Je n'ai pas peut-être le blé, mais moi j'ai le sorgho. Je n'ai pas peut-être le blé, mais moi j'ai le mil. Je n'ai pas peut-être le blé, mais moi j'ai le maïs. Je n'ai pas peut-être le blé, mais moi j'ai la patate douce. Je n'ai pas peut-être le blé, mais moi j'ai le manioc. Dani, est-ce que tout ce que j'ai cité là peut faire du pain ou pas? Alors, pourquoi j'irais mendier le blé? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Et surtout que nous avons des ingénieurs agronomes en Afrique qui vous disent tous les jours comment fabriquer du pain bio. Si tu manges le manioc bien bouilli le matin avec de l'avocat, c'est pas un petit déjeuner. Tu es obligé de manger le poisson non préparé. On va te dire que le saumon, tu es obligé. Ce n'est pas ta culture. Je suis pas japonais. Pourquoi il veut manger le poisson cru le matin? D'où moi je viens, le petit déjeuner doit être consistant parce qu'on doit aller défricher. C'est l'avocat avec le manioc. Tu bois de l'eau, tu peux au sang, tu es fort. Je suis pas En obligé de gros, manger le poisson cru. en gros, le travail, il est interne, hein, il est psychologique, il est mental. Hein. Le problème de l'Africain, c'est ça à l'intérieur. Il faut, comme tu l'as dit, hein, il faut rééduquer beaucoup d'Africains parce que certains sont déjà éveillés, sont conscients. Moi, je n'englobe pas tout dans la masse des cerveaux compressés par l'Occident. Il y a déjà une bonne partie qui comprend déjà les enjeux, mais l'autre là, je pense que ça... Tu sais, moi, je vais un peu être radical, hein, Don. Mhm. L'Africain, ça doit passer par la brutalité, frère. Je te dis, non. Frère, faut qu'on... Arrêtons la diplomatie, là, je te dis. La diplomatie, elle est bien, mais l'éducation de force, l'éducation, là, ça doit passer par la brutalité, frère. Je te dis. L'Afrique peut pas être unie. Moi, je dirais toujours, on peut pas prétendre être unie avec autant de divergences. Je veux pas être pessimiste, hein, mais il faut parfois le chaos là-bas chez nous, là, pour que l'ordre soit établi. Je te dis la vérité. Parce que l'Afrique, ça ne va pas, frère. Quand tu écoutes certaines personnes s'exprimer, tu prends par exemple le cas de l'AES. J'ai regardé la vidéo d'un, je vais pas citer la nationalité de la personne, mais j'ai regardé la vidéo de quelqu'un qui se moquait du paysage du Mali en disant que oui, mais le Mali, depuis l'avion, vous n'avez même pas de building comme aux États-Unis. J'ai dit, ah, l'Africain, l'Africain. Quand est-ce que le Noir va-t-il comprendre? Quand le Noir va-t-il comprendre que lorsqu'il sort de l'Afrique, il est vu comme un esclave? Le Noir n'est pas respecté, hein, parce que tu prends les gens qui combattent l'AES matin, midi, soir, ces Africains-là. Quand vont-ils comprendre qu'aux yeux du blanc, eux-mêmes sont considérés comme des nègres, des esclaves? Donne-moi un popo, s'il te Nous n'avons plaît. même, pour eux, nous n'avons même pas la place dans la société, Don Pépé. Non, Je te dis la mais un peu vérité. pause, reste un peu sur le Mali, mais un peu pause. On va mettre une Oui. petite lumière sur le Mali ce soir. Tu sais, beaucoup des Africains ne connaissent pas l'histoire. Les gens, quand on parle du Mali, ils ont toujours cette vision du pays désertique. Mais détrompez-vous, est-ce que les Africains connaissent même l'intensité des richesses dont le Mali est propriétaire? Le premier facteur qu'il faut aujourd'hui qu'en Afrique, on n'est pas beaucoup mort des pandémies et des épidémies qui ont secoué le monde du XXe siècle, c'est parce que nous avons mangé nos viandes. Le Mali est un grand producteur de bovins. La viande qu'on mange partout en Afrique de l'Ouest, là, jusqu'en Afrique centrale, vous croyez que ça vient d'où? Ça vient du Mali, du Niger et du Tchad. Ah oui. Et en dehors de ça, vous croyez qu'il y a que la RDC qui est producteur d'or? Le Mali est l'un des premiers gros producteurs d'or en Afrique. C'est parce que pendant des années, la France volait leur or, ça sortait, personne n'était au courant. Mais laissez-moi vous dire qu'ils sont gros producteurs d'or. Le Mali, le Burkina, le Niger ont des stocks d'or que qu'il n'y a même pas en France. À l'heure que je vous parle. Ils sont des grands producteurs d'or. Alors, un pays qui a des richesses, qui a du gaz, qui a du pétrole, le Mali, dans le Sahara, la zone du Mali et du Niger, est-ce que vous connaissez que ceux qui sont cultivés ici? Allez sur Google, tapez les richesses du Sahara, du désert du Sahara. Regardez la partie où on dit qu'on estime qu'il peut avoir des billions de tonnes de pétrole, de gaz et consorts. C'est le Mali, c'est le Niger. Allez, regardez, c'est pas un pays pauvre. Ce n'est pas un pays pauvre. Si pour vous, la richesse d'avoir les buildings, c'est à vous dire que comme New York, c'est votre problème. Donc, Maliens, soyez-vous fiers. Nous, on connaît qui vous êtes et que vous soyez, même si vous n'aviez rien,
Même s'il arrive aujourd'hui que le Mali n'a rien, d'abord, moi, j'ai une position particulière avec le Mali. Moi, je suis Camerounais, Dani. Au Cameroun, nous, on a la libre circulation avec le Mali, depuis Aïdjo, depuis le premier président. Donc, c'est pour nous, le Mali, c'est le Cameroun. Je suis même surpris pourquoi notre président n'a pas intervenu dans le conflit au Mali. Parce que nous, on a la libre circulation avec le Mali. Le Mali vient au Cameroun avec sa carte d'identité. Le Cameroun va au Mali avec la carte d'identité. Donc, c'est mon pays, jumeau, c'est mon pays frère. Nous, les Camerounais, ne vont jamais cracher sur la douleur des Maliens. Ils sont les bienvenus au Cameroun depuis plus de 40 ans. Les gens qui pensent que le Mali est un pays pauvre, vous détrompez-vous. Le Mali n'est jamais un pays pauvre. C'est un pays rempli de richesses. Ils n'ont pas besoin de venir vous chanter qu'on a des richesses, puisque c'est à cause de ces richesses qu'on veut les déstabiliser. C'est à cause de ces richesses depuis la nuit des temps, on les maintient dans la pauvreté, dans la précarité et dans des guerres. Comment vous pouvez expliquer que la plus vieille bibliothèque du monde, des gens sont venus, ils ont tout cassé, ils ont tout détruit. Pour quelle raison? Mais on est venu tout détruire. On a tout cassé, on a tout brûlé. Pour quelle raison? Vous connaissez une université qui avait des archives comme celle qu'il y avait au Mali? Il n'y en avait aucune. C'était la plus vieille université au monde. Avec des archives, avec des vérités incroyables. Ils ont tout détruit. Le reste, ils ont volé, gardé dans leur chambre là-bas, partout, partout. Dans 50 ans, ils vont exposer comme ils ont l'habitude dans leur musée que, oh, ceci, cela, au tableau de telle valeur, comme on a dit avec la couronne qu'on a volée dernièrement, 800 millions d'euros. Non, 800 milliards d'euros. Et ils n'ont même Les pas gens là encore me retrouvé dépassent. ça, vous. Et ils nous disent qu'ils ont arrêté les voleurs. Ils me dépassent. 800 milliards d'euros, une couronne. J'ai posé la question, c'est le sang de Dieu qui est sur ça, avec les pierres volées en Afrique. Ils ont donné la valeur. On ne se moque pas de votre père, c'est que c'est quand même surprenant. Une couronne qui a des diamants, il n'y a pas de diamants sur vos terres. Ce sont nos diamants. Vous avez donné la valeur 900 milliards d'euros. Donc je suis resté devant mon téléphone dernier. Le courant de commenter, je n'avais pas. J'ai seulement regardé ces histoires de la terre. J'ai vu quelqu'un pleurer que remettez-nous les couronnes. Hein? Il a pleuré quoi? Qu'on leur remette la couronne du royaume. Quelqu'un que vous avez décapité sur la place publique. Vous avez coupé comme les insectes. Vous pleurez ces couronnes. Ils se foutent de qui, Dani? Ils nous prennent pour des fous, des bêtes, des cons, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ces gens nous regardent. Vous avez décapité votre roi. Fait un grand livre avec, fait un grand thème, la Révolution française. Aujourd'hui, on voit le casque qui ne servait à rien, qui avait même les pieds volés. Vous venez encore pleurer que, oh, 900 milliards d'euros. Une couronne de 900 milliards d'euros, Dani. C'est le sang de Dieu qui avait sur ça.